Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce numéro spécial de Jeudi en Prime. Bonsoir Paul Magnette. Bonsoir. Vous êtes président du PS et bonsoir Yvan Verhofstadt. Bonsoir. Vous êtes président des Engagés, un duel, donc un face-à-face entre présidents. Alors que les débats sur le budget animent encore ce soir le Parlement fédéral et après 3 jours de grève qui ont soulevé des questions sur les différentes réformes annoncées. Question de la semaine, qui va mettre la main au portefeuille? Quel sera l'impact des différentes mesures sur le portefeuille des Belges? Première question à vous, Paul Magnette. Vous avez identifié justement l'impact. Que dites-vous aux engagés ce soir qui ont scellé cet accord? Quel sera l'impact selon vous sur notre pouvoir d'achat? Une fois de plus, et les Belges le disent eux-mêmes dans vos enquêtes, c'est les travailleurs, c'est les pensionnés, c'est les classes moyennes qui vont le sentir passer. Le Premier ministre ne s'en est pas caché. Il a dit ça va faire mal au portefeuille. Ça va faire mal au portefeuille d'abord parce que avec les sauts d'index, alors vous allez dire partiels, mais n'empêche des sauts d'index, quand vous êtes quelqu'un qui a 4 000 euros bruts, c'est-à-dire 2 500 euros nets, eh bien vous allez perdre des centaines d'euros. Si vous prenez une infirmière qui a une cinquantaine d'années, qui travaille de nuit, qui gagne un peu plus de 3 000 euros, elle va perdre 750 euros par an. Et les pensionnés, c'est la même chose. Euros, non. Si vous prenez un pensionné, un policier qui vient de prendre sa pension, j'ai posé la question au ministre tout à l'heure au Parlement, un policier qui vient de prendre sa pension, il va perdre lui aussi plus de 1 000 euros. Et ça s'ajoute à toutes les mesures qui ont déjà été prises lors de l'installation du gouvernement. Ça veut dire que ces mesures étaient injustifiées selon vous. Les choix politiques ne sont pas au bon endroit. Mais il fallait faire des choix, vous reconnaissez. Mais oui, il faut faire des efforts, tout le monde le reconnaît. Le problème, c'est que c'est ici extrêmement déséquilibré. C'est plus de 95% de la facture qui est payée par les travailleurs, qui est payée par les pensionnés, qui est payée par les classes moyennes. Et ça ne va pas. Yvan Verhofstadt, vous souriez. Quel est selon vous alors je ne souris pas parce qu'il y a déjà 36 chiffres, on ne sait pas d'où ils viennent. 1 000 euros, il ne faut pas faire peur à un policier qui vient de prendre sa pension. Il ne doit pas faire peur à la classe moyenne. 1 000 euros. Je veux dire, il faut rester raisonnable. Un saut d'index, ce n'est pas 1 000 euros. Donc, saut d'index partiel sur la partie qui est supérieure aux 2 000 euros minimum de pension. Mais je crois qu'il faut d'abord revenir un peu en arrière. La réalité, c'est que c'est vrai, on va devoir prendre des mesures qui ne sont pas faciles. Et on ne trouve pas 23 milliards, puis 9 milliards, comme ça, sans faire des renoncements. Mais la réalité, c'est qu'ici, ce qu'on est en train de nettoyer, c'est le résultat de la gestion des socialistes, entre autres, et des derniers gouvernements. Ce que les derniers gouvernements ont fait, c'est rendre la Belgique le plus mauvais élève de la classe européenne. Et ce qu'on veut éviter, c'est que demain, on continue à payer encore plus d'intérêts. Parce que rien que les intérêts sur la dette, il faut le savoir, c'est 2 fois ce que l'on investit dans le chômage. Alors oui, on va faire aujourd'hui les réformes qui auraient dû être faites depuis 20 ans. C'est ce que nous allons faire avec ce gouvernement. Que répondez-vous au fait que ces choix, les réformes, en fait, elles sont injustes? C'est le discours de l'opposition. Justement. Ce sont les mauvaises épaules qui les portent. La réalité, c'est qu'on doit partir d'une situation. Il doit corriger ce qui n'a pas été fait pendant 20 ans parce qu'on n'a pas été suffisamment courageux pendant 20 ans. Une fois qu'on doit faire ça, la question qu'on doit se poser, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut le faire de la manière la plus juste possible, la plus équitable possible. Et c'est ça le fil rouge de ce gouvernement. On a essayé de le faire de la manière équitable pour que chacun fasse sa part en fonction de ses capacités, en privilégiant et en protégeant d'abord et avant tout celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et ensuite, on a essayé de préserver les politiques les plus essentielles, comme la santé par exemple. Réponse Paul Magnette sur cette attaque. Il faut nettoyer justement ce que les socialistes, entre autres, ont fait au gouvernement. Et puis on viendra aussi à la question de la consommation, la fiscalité qui a évolué. C'est toujours facile de dire que c'est la faute des autres, mais vous oubliez peut-être, Monsieur Verhofstadt, que les engagés, qui avant s'appelaient le CDH, qui avant s'appelaient le PSC, c'est quand même le même parti. Il n'y a aucun parti qui a plus gouverné que le vôtre. Donc vous avez la même, voire plus de responsabilités que tous les autres. Je ne vais pas dénier le fait qu'on aurait aussi dû faire des réformes par le passé. Reconnaissons. Aujourd'hui, on est en train d'en faire. C'est ça le plus important. Je l'ai dit, donc oui, effectivement, il faut équilibrer les comptes. Moi, je ne dis pas que c'est facile. Simplement, il faut le faire de manière juste. Quand nous étions ensemble au gouvernement, parce que nous avons été ensemble au gouvernement sous Di Rupo, on a fait un effort de la même ampleur. On a fait à peu près 9 milliards par an, et vous faites 8 milliards par an à peu près. Mais on l'a fait de manière infiniment plus juste, parce qu'on a fait contribuer les grandes fortunes, on a fait contribuer les secteurs qui faisaient des gros bénéfices, comme le secteur des banques, comme le secteur de l'énergie. On a traqué vraiment la fraude fiscale. Mais vous ne faites rien de tout ça, ou très peu. Et résultat, c'est toujours les travailleurs, les classes moyennes, les pensionnés, en ce compris les pensionnés actuels. Parce qu'il y aura un fact-checking, vous verrez, Monsieur Verhofstadt, vous verrez un policier qui prend sa pension, sur quelle durée, avec les 2 sauts d'index, il perdra 1 000 euros par an. Qu'est-ce que vous répondez à cet élément justement sur le saut d'index? Il y a deux éléments. On rappelle que l'indexation sera... Peut-être d'abord, avant ça, M. Magnette a cité 2 éléments qui sont importants. Savoir si on fait contribuer les épaules les plus larges. Avec ce gouvernement, c'est pas moi qui le dis, c'était encore hier sur votre place, M. De Calataï, qui dit jamais un gouvernement a fait contribuer autant les épaules les plus larges. Taxe sur les plus-values, doublement de la taxe compte titre, révision sur les sociétés de management.
plus parle que de 900 jamais. millions, là, hein. Certains millions. en ont rêvé, nous sommes en train de le faire. Faire contribuer les épaules les plus larges. La taxe sur les plus-values, c'est quelque chose dont vous avez... La taxe sur les plus-values, c'est déjà 500 millions. Et c'est un symbole... 32 milliards. Et c'est un symbole et c'est une demande que vous avez eue pendant des années et vous n'avez pas été capable de le mettre en œuvre. C'est peut-être pas faute d'avoir essayé, mais en tout cas, nous avons réussi à le faire. Donc oui, ça c'est un premier élément. Sur les épaules les plus larges, elles contribueront et je pense que c'est vraiment important de le souligner. Mais sur la question justement de l'indexation, donc Tout à on fait. rappelle, l'indexation complète ne sera plus appliquée au-delà de 4 000 euros, ça veut dire qu'en dessous il y en aura, mais à un moment donné, après c'est Pour tout le monde, c'est un jusqu'à 4 000 forfait. euros. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que ça sera un axe majeur justement de l'opposition. Est-ce que c'est un saut d'index déguisé, assoupli? Qu'est-ce que vous assumez? Mais ce qu'on assume, c'est que c'est un effort et que c'est un effort qui n'est pas simple pour tout le monde, pour tous ceux qui gagnent plus, donc la moitié de la population qui gagne plus de 4 000 euros. C'est un effort. C'est un effort, mais c'est un effort qui sera relativement plus important pour ceux qui gagnent le plus d'argent. Et c'est là aussi qu'il ne faut pas faire peur. Si une enseignante, par exemple, à 4 500 euros, oui, sur 500 euros, elle n'aura pas l'index. Donc il y aura les 2% de ces 500 euros bruts qui ne seront pas indexés. Mais on parle de 5 euros net par mois, c'est dur. Je dis pas, on aurait préféré ne pas devoir le faire. C'est dur, mais ça nous semble juste quand, dans le même temps, quelqu'un qui gagne 10 000 euros, 10 000 euros, il ne va pas être indexé sur 6 000 euros. Alors, autre axe des réformes, c'est la question de la fiscalité sur l'énergie. Il y a un virage fiscal qui est exercé, on diminue sur l'électricité et on augmente le gaz. Paul Magnette, vous pointez justement cette augmentation sur les factures de gaz, mais en quoi ne faut-il pas embarquer aussi les citoyens dans une transition durable? D'abord, je vais revenir sur l'index parce que c'est un sujet vraiment important. Qu'on a déjà évoqué. 2500, oui, la facture aussi. À 2500 euros, on n'est pas riche. C'est bien ça le problème fondamental. Si vous aviez dit, les très gros salaires, on va leur demander une contribution, on aurait pu comprendre. Mais vous partez à 2500 euros net, et encore sans doute en dessous, parce qu'on est en train d'interroger les ministres, et ils nous disent « Ah, mais les primes, c'est pas compté, les 13e mois, c'est pas compté », donc c'est encore probablement des plus bas salaires qui vont y perdre. Mais vous savez, un instituteur après 15 ans de carrière, une enseignante après 20 ans de carrière, un ouvrier qualifié, c'est pas des gens riches, c'est la classe moyenne, et c'est eux qui vont trinquer et qui vont perdre des centaines d'euros par mois. Ça, vous pouvez me le dire dans toutes les langues, ça n'est pas juste. Venons-en à la question de la TVA et des axes sur l'énergie. En quoi ne faut-il pas accompagner ce virage fiscal vers plus de durabilité? Diminuer sur l'électricité, mais augmenter sur le gaz. Mais parce que les gens ne peuvent pas s'adapter. C'est ça qui est fondamentalement un problème. Il y a une vision européenne qui est effectivement de dire il faut passer à l'électricité. Très bien. Et aux renouvelables. C'est bon pour le climat et à terme, c'est bon pour le portefeuille. C'est 2030, c'est demain. Et ici, vous augmentez les prix du gaz en disant vous n'avez qu'à passer à l'électricité. Sauf que vous avez vu le prix d'une pompe à chaleur. Tout le monde ne peut pas s'offrir une pompe à chaleur. Et les gens qui ont une chaudière au gaz et qui se disent je vais acheter une nouvelle chaudière au gaz plus performante pour en consommer moins, ceux-là aussi vont payer une TVA plus élevée. Donc ils sont doublement punis. Vous ne laissez pas la possibilité aux gens de s'adapter à ces règles. Magnette, allez, soyons intellectuellement honnêtes, et je sais que vous l'êtes. Vous avez voté pour qu'en 2030, la TVA sur le gaz soit à 21%. Ce que nous allons faire progressivement, c'est remonter justement, pour que les gens aient le temps de s'adapter, progressivement remonter via les axes, pour que ce soit progressif, jusqu'à l'équivalent de 12% sur le gaz. Nous savons tous les deux qu'en 2030, vous avez voté, j'ai voté, et on doit l'assumer. Tout le monde a voté. Et je sais que ce n'est pas simple. Même le PTB. Et je sais que ce n'est pas simple de l'assumer, mais on doit l'assumer. Le gaz remontera à 21% parce qu'on doit faire un glissement. Et donc vous assumez qu'à un moment donné, la facture de l'énergie des Belges va augmenter. On a tous voté pour qu'elle sera à 21%. Mais il faut aussi être conscient que la TVA, elle se calcule sur un montant. Quand on a baissé la TVA sur le gaz au plein moment de la crise, et vous avez bien fait de le faire, mais quand on est descendu à 6%, on payait un montant sur ces 6% qui se calculaient sur un montant très important. Eh bien, j'ai un scoop pour vous, monsieur Magnette. Même en passant à 12% sur le prix actuel, les citoyens, les clients paieront moins de TVA que quand vous l'avez baissé à 6% sur un prix plus élevé. Parce que simplement, la TVA se calcule sur un montant. Heureusement, nous sommes plus bas. J'ai même préparé un petit graphe pour vous, je vous le donnerai après le débat. D'accord. On ne va pas le montrer parce que sinon on ne verra pas. Ouais. Non, mais j'ai pas compris, je suis désolé. J'ai essayé de suivre votre raisonnement, mais j'ai pas compris. Quand vous calculez 6% sur un prix qui est à 300 €, cela fait 18 €. Quand vous calculez 12% sur un prix qui est à 30 €, ça fait 3,5 €. Il n'est pas passé de 300 à 30. Hein. Le gaz était à 300 € du mégawatt. Donc vous affirmez ce soir qu'en fait la facture va diminuer. J'affirme ce soir que même quand la TVA sera remontée à l'équivalent de 12%, si le prix reste équivalent à celui d'aujourd'hui, le montant payé en taxes sera plus faible qu'au moment où on a descendu la TVA de 21 à 6. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de faire peur aux gens. C'était justifié. Quand il y a eu une crise, on doit accompagner les citoyens. Parce que les citoyens qui font face à une crise, on doit être à leur côté. Et c'était justifié de descendre de 21 à 6. Mais il faut être courageux aussi. À certains moments, quand la crise est passée, il faut être capable de remonter. Et le problème des politiques, c'est qu'ils ont l'habitude de descendre
ils ont un petit peu plus de mal à remonter. Alors, il y a ce chapitre sur l'indexation, les salaires, il y a le chapitre sur la fiscalité et le pouvoir d'achat. Il y a un autre axe des réformes que vous avez pris avec les engagés, c'est la question des malades de longue durée. C'est quasiment 1/5 de l'effort, 2 milliards d'économies sur les 10 milliards annoncés. Là aussi, Paul Magnette, c'est un socialiste au gouvernement, Frank Van den Broek, qui porte ces réformes. Je ne suis pas responsable des socialistes flamands. Mais qu'est-ce que vous dites à ce gouvernement? En quoi on met, selon vous, le curseur trop haut dans cette lutte, ou en tout cas dans cette réinsertion des malades de longue durée sur le marché du travail? Non, mais tout le monde est d'accord pour dire que les gens qui peuvent travailler doivent travailler. 500 000 personnes concernées en Belgique. 500 000. Le problème, c'est que vous n'allez jamais les atteindre, les 100 000. C'est impossible. Et donc, vous allez revenir l'année prochaine en disant « Ah, désolé, il y a encore un trou. » Et donc, il faut faire encore des nouvelles taxes. Mais des nouvelles taxes, vous n'arrêtez pas d'en imposer. Aujourd'hui, vous prenez un travailleur qui part travailler. Il fait son plein, une nouvelle taxe. En chemin, il se dit « Je vais prendre un petit café à emporter, une nouvelle taxe. » Sur le temps de midi, il va prendre un sandwich, une nouvelle taxe. Il rentre du travail, il va chercher un colis à la poste, une nouvelle taxe. Ensuite, il se dit, je vais aller faire un peu de sport, encore une nouvelle taxe. Le soir à la maison, il se dit, pour me détendre et me changer un peu les idées après toutes ces nouvelles taxes, je vais aller au cinéma. Pas de chance, encore une nouvelle taxe. Avec vous, c'est une nouvelle taxe toutes les 2 heures. Et c'est les classes moyennes qui, par ailleurs, voient leur salaire comprimé, qui, par ailleurs, à qui vous aviez promis 500 € qui ne verront jamais, qui voient leur salaire comprimé et qui, par ailleurs, voient que toutes ces taxes leur tombent dessus. J'avais posé une question sur la santé et je vois qu'on reste sur la question du pouvoir d'achat. Je vais vous laisser répondre, mais après, je viendrai à la question des malades de longue durée. Si on demande aux travailleurs s'ils préfèrent, c'est très simple, c'est une question très simple. Est-ce que vous préférez qu'on diminue les taxes sur le travail pour que vous augmentez votre salaire net et on va investir 4,3 milliards d'euros en diminution des taxes pour augmenter le salaire net des consommateurs. Et dans le même temps, regardez votre tableau. Laissez-moi jusqu'au bout. Est-ce qu'on va voir cette réduction de taxes? Bien sûr. Et on va même en avancer une partie. Donc, est-ce que vous préférez 4,3 milliards de diminution des charges sur le travail et donc de pouvoir d'achat net, ou bien une augmentation de la TVA de 1,3 milliard? 4,3 milliards ou 1,3 milliard? Moi, j'ai choisi assez facilement. Je crois que la réalité, c'est qu'on va augmenter le pouvoir d'achat. Dans ce tableau, il y a 1 milliard qu'on transfère à la législature précédente. Le 2029, il passe aux suivants. Il en reste 3,3. Quand est-ce qu'on va voir cette réduction fiscale sur la fiche de salaire? Dès 2027, on aura les premiers éléments avec le job bonus, donc orienté vers ceux et celles qui ont les plus bas salaires, pour leur permettre de continuer à faire face au coût de la vie. Et c'est ça qui est important. Et donc, il y a un choix simple. C'est qu'aujourd'hui, on fera un tax cut, donc une diminution fiscale qui est largement plus importante que, oui, on peut énumérer toute une série de taxes, mais elles seront 3 fois moins importantes que le pouvoir d'achat qui sera rendu aux travailleurs et aux travailleuses. Non, mais vous devez regarder l'image globale. Vous dites aux gens, on vous avait promis 500 €, désolé, on ne vous les donnera pas, ce sera 65 € dans 4 ans. Dans 4 ans. Donc attendez 4 ans, vous aurez 65 €. Mais en attendant, le prix des crèches augmente. Les maisons de repos augmentent, les frais scolaires augmentent, le Minerval pour les étudiants du supérieur augmente, les garderies scolaires augmentent. Le gouvernement wallon impose des nouvelles taxes dans les villes, sur les poubelles, sur les parkings, etc. Plus toutes les taxes que je viens de vous citer. Vous savez, si vous dites aux gens, est-ce que vous êtes d'accord de vous ramasser toutes ces augmentations de tarifs et toutes les taxes et vous aurez 65 ans dans 4 ans, vous n'en trouverez pas beaucoup. En échange d'un tax cut et à un moment donné... Je vous avais posé une question sur les malades de longue durée. Je crois qu'on va passer à un autre thème parce que là, on a compris la logique du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces critiques? Est-ce qu'on met le curseur trop loin sur la réinsertion des malades de longue durée? 2 milliards, 1/5 de l'effort, comment vous le justifiez? Aujourd'hui, on a autant de malades de longue durée en Belgique qu'en Allemagne. Je ne sais pas si vous savez qu'ils sont un petit peu plus nombreux que nous en Allemagne. C'est la faute des malades ou du système? C'est la faute de l'ensemble des éléments. On doit responsabiliser les entreprises, on doit responsabiliser les médecins. On a un rôle à faire comme État pour réorienter. Et l'objectif ici, c'est de permettre à 100 000 personnes de retrouver un sens et de pouvoir se réinvestir. Parce que quand il y a toute une partie des malades de longue durée, 1 sur 5, 1 sur 6, je pense, sincèrement, qu'on aura mieux à faire et qu'on leur permettra de retrouver du sens à leur vie en retrouvant un emploi qui a du sens pour eux, qui est adapté à ce qu'ils peuvent faire eux. Et je pense qu'on doit au moins être capable d'avoir ce pari-là, d'avoir cet optimisme-là pour la Belgique, parce que c'est nécessaire pour nos finances, mais c'est aussi nécessaire pour les femmes et les hommes qui sont dans cette situation-là. Messieurs, ces 3 premiers jours de la semaine, il y a eu un mouvement social avec des grèves. Moi, je veux bien revenir parce que j'ai un peu de retard. Je veux bien revenir sur vous avez posé la question sur les malades de longue durée. Je vais y revenir. Vous ne voulez pas répondre à ma question? J'ai répondu que ça ne rapporterait pas le montant de 2 milliards qu'ils ont mis dans les tableaux. Ça ne rapportera jamais. Mais sur
la nature des côté de ça, réformes. sur le fond, bien sûr, je vous rejoins qu'il faut aider les gens à travailler. Tous les gens qui sont malades et qui peuvent travailler, la plupart du temps d'ailleurs, ils ne demandent que ça. On sait d'ailleurs qu'il y a 2 personnes sur 3 qui sont malades et qui vont quand même travailler. Donc, que l'on chasse et que l'on condamne et sanctionne ceux qui abusent, c'est normal. Quelle est Moi, la je suis proposition contre que vous toutes les mettez formes sur la de table, fraude. alors ? Eh bien, je dis simplement qu'il faut d'abord arrêter de mettre la pression sur les travailleurs parce que c'est ça qui les rend malades. Et on ne s'attaque pas à ça. Dans le même temps, que fait votre gouvernement ? Vous augmentez les heures supplémentaires, vous augmentez les flexi-jobs, vous augmentez le travail de nuit, vous mettez de la pression sur la flexibilité, vous obligez tout le monde à travailler 4, 5, 6, 7 ans en plus. Évidemment, les gens y craquent. Et votre ministre de la Santé lui-même reconnaît qu'il y aura 100 000 malades en plus. Et donc, avant de s'attaquer à ceux qui sont là, il faut aider tous ceux qui le peuvent à reprendre un travail. Je suis le premier à le demander. Mais il faut aussi arrêter de mettre les gens sous une pression impossible qui font que plein de gens vont encore tomber malades. C'était un axe justement du mouvement de grève ces 3 derniers jours, la question du travail et la flexibilisation que le gouvernement veut mettre en place. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Où est-ce qu'on va dans le marché du travail ? Je pense que par rapport aux malades de longue durée, ça doit être une cause nationale. Et que si l'ensemble des facteurs, des parties prenantes ne font pas une partie de l'effort, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que je pense, oui aussi, que les entreprises ont un rôle clé à jouer. Et c'est pour ça qu'on veut les responsabiliser plus. C'est évident que quand un maçon commence sa carrière, on sait qu'à 50 ans, il aura des problèmes de dos. Si vous êtes dans un entrepôt, c'est vrai, on sait que dès le départ, il y a des jobs qui, à un moment donné, seront trop physiques. Et donc, c'est aussi le rôle de l'entreprise, qui est un des éléments, un des corps constituants de cette société, de se dire, mais comment est-ce que je peux veiller à ce que demain, cette personne puisse continuer à offrir ce qu'elle a à offrir, parce qu'à 50, 55 ans, on a encore plein de choses à offrir positives à cette société. Et c'est un travail commun que l'on doit organiser. Et parmi ces travailleurs, il y a les enseignants. Ils étaient fort nombreux hier dans le mouvement de grève, beaucoup d'établissements qui étaient justement à l'arrêt et en grève. Paul Magnette, qu'est-ce que vous dites à ce gouvernement ? Vous avez exercé aussi, le Parti socialiste, cette compétence de l'enseignement lors de la législature précédente. Qu'est-ce que vous dites aux engagés qui ont fait aussi de l'enseignement une priorité ? En quoi on fait fausse route, selon vous, avec les mesures actuelles ? Ça ne se voit pas que les engagés ont fait de l'enseignement une priorité, parce que jamais les enseignants... Boom. Non, mais honnêtement, M. Verhofstadt, et je sais que vous êtes poussé en grande partie par le MR et que vous n'aimez pas ces mesures, etc., mais vous êtes dans le gouvernement, donc vous devez les assumer. Et pour les enseignants, c'est une catastrophe absolue. Ils vont perdre jusqu'à 500 € sur leur pension. Ils vont devoir, pour certains, travailler 2 heures de plus sans aucune augmentation de salaire. Est-ce que ça, c'est inadmissible, selon vous, faire travailler 2 heures de plus des professeurs de 4, 5, 6e secondaire ? S'ils peuvent le faire et qu'on objective et qu'on montre que certains n'ont pas plus de travail que d'autres, très bien, mais en réalité, quand vous regardez la réalité du travail d'un enseignant, moi j'en ai beaucoup parmi mes proches, quand vous ajoutez aux heures qui passent devant la classe, les heures en réunion de parents, les préparations, les corrections, les fancifères, etc., ils travaillent beaucoup plus que ce que l'on dit. Ça témoigne vraiment d'une incompréhension de ce que c'est le métier d'enseignant. Je n'irai pas jusqu'à dire d'un mépris, mais de la part de certains, pas vous, mais de certains au MR, c'est vraiment du mépris complet pour l'enseignement. Les enseignants font un boulot essentiel et là on leur dit vous allez travailler plus d'années, vous allez avoir une plus petite pension, vous allez travailler plus d'heures et eux aussi ils vont subir le saut d'index. Vous connaissez la situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une situation quasi de banqueroute, en tout cas virtuelle, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qu'est-ce que vous mettez comme alternative alors, moi j'ai pour proposé résorber depuis le début, j'avais un accord avec votre prédécesseur, Monsieur Prévost, un accord pour dire qu'il faut régionaliser certaines compétences de la communauté parce que la communauté, on ne peut pas faire d'économie sans toucher à des missions essentielles comme l'enseignement et la culture. Et je crois qu'on ne doit pas y toucher. Essayer un monde sans enseignement, un monde d'ignorance, ça ne conduira pas très loin. Et donc on doit respecter le monde de l'enseignement, le monde de la culture et faire des efforts ailleurs. Ailleurs, il y a des marges. Donc aller chercher de l'argent à la région wallonne, quoi. Aller chercher de l'argent dans les régions et au fédéral. Des taxes, Yvan Verhofstadt, qu'est-ce que vous répondez aux professeurs qui étaient dans la rue hier et au Parti socialiste qui Voilà, d'abord, et je vous remercie de l'avoir reconnu. À aucun moment on a du cynisme, où on a un plaisir et on est bien conscient, où on croirait, où on voudrait faire croire que les enseignants ne travaillent pas énormément. On est évidemment conscient. Il y a des enseignants parmi nos députés. On a tous des enseignants et c'est évident qu'une société sans enseignants, cela ne fonctionne pas. Mais vous assumez la mesure ou pas, là ? Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, on a dû faire un choix et on a choisi. Nous a semblé que c'était la moins mauvaise solution. C'est pas de gaieté de cœur. Nous a semblé que c'était la moins mauvaise solution d'augmenter pour les enseignants dans le secondaire supérieur de 2 périodes pour qu'ils arrivent à 22 périodes comme dans le secondaire inférieur. Et je sais que dans certaines situations, c'est très compliqué. Et dans le même temps, on a décidé de diminuer de 2 heures la première année pour tous les enseignants et à partir de 60 ans, parce que c'était le sujet précédent et c'est comme ça que vous avez fait la transition, pour veiller aux enseignants plus âgés, parce qu'on sait qu'en fin de carrière, ça devient encore plus compliqué. À partir de 60 ans,
On a diminué de 2 périodes pour tous les enseignants. Donc, face à la grogne, Yvan Verhofstadt, est-ce que vous entendez, vous allez écouter ou vous serez intransigeant? Quelle est la posture du gouvernement? Et donc, évidemment, on entend, évidemment, on est là pour la concertation, évidemment, on va continuer à réfléchir, à voir comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que budgétairement, on ne peut pas, vu la situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne pas faire d'économie. Et donc, à un moment donné, il y a un choix qui doit être fait. La moins mauvaise solution, ça a été de passer à 22 heures dans le secondaire supérieur comme dans le secondaire inférieur. Ce n'est pas facile, ce n'est pas avec gaieté de cœur, mais on a essayé de l'accompagner par rapport aux premières années, aux dernières années. Et personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait sur Paul Magnette. Donc je vais poser la question des pensions à Paul Magnette. Il y a des alternatives, c'est important de le dire aussi qu'à la communauté, il y a des alternatives. Vous supprimez le statut des enseignants, ça vous coûte 500 millions pour des raisons purement idéologiques. On ne dépensera pas 500 millions. Vous faites une réforme des droits d'enregistrement, ça coûte 270 millions, ça fait exploser le prix des maisons. Vous allez faire maintenant une réforme des droits de succession dont les gens qui ont des petites successions ou moyennes ne profiteront pas du tout. Ça va coûter encore 400 millions. Vous avez déjà perdu plus d'1 milliard avec tout ça. Arrêtez de gaspiller l'argent utilisez l'argent intelligemment pour soutenir. On ne perdra pas 500 millions pour le contrat sur la question des pensions. C'est une bonne nouvelle. On a sauvé le statut des enseignants ce soir. J'ai dit qu'on ne dépensera pas 500 millions pour une question de statut. Je voulais vous entendre sur la question des pensions qui anime beaucoup justement les enseignants. Là aussi, qu'est-ce que vous mettez comme alternative face aux mesures du Là, on a proposé une loi complète, détaillée, précise, dans laquelle on dit, nous, que l'âge du départ réel à la pension doit tenir compte des conditions de travail réelles. Il y a des gens qui pourront travailler jusqu'à 67 ans. Je l'ai toujours dit, moi, je travaillerai jusqu'à 67 ans, je cotiserai pour que d'autres qui ont un travail plus difficile et qui ont commencé plus tôt puissent partir plus tôt, à partir de 60 ans. Et donc, on a proposé des critères de pénibilité bien connus sur le travail de nuit, le travail exposé aux risques, etc., qui permettraient aux travailleurs actuels de partir 4 ans plus tôt sans que ça coûte plus cher à la collectivité. Magnette, et ça, c'est beaucoup plus juste. Vous avez eu la compétence des pensions. On vous a proposé pendant des années de faire un plan de réduction du coût des pensions pour qu'elles soient soutenables. Parce qu'on ne va pas diminuer l'argent qu'on va investir dans les pensions, on va juste essayer de freiner l'augmentation du prix des pensions. Vous avez eu cette compétence, vous avez fait un projet. Et l'Europe vous a dit non, ce projet-là ne nous permet pas de faire des économies, au contraire, ça va coûter plus cher et l'a rejeté. Et ça, c'est vrai. Et on n'a pas accepté, M. Verhofstadt, on n'a pas accepté le veto de l'Europe parce qu'ils avaient tort sur ce point. Parce qu'effectivement, l'investissement dans les pensions, il va continuer à augmenter un petit peu. C'est pas impayable jusqu'en 2040, à peu près d'un gros % du PIB. Eh bien oui, c'est un investissement qu'on peut faire parce que les hommes et les femmes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes toute leur vie, qui se sont usés dans leur travail, qui ont cotisé toute leur vie, au moment où ils atteignent l'âge de prendre leur pension, ils méritent une pension. Messieurs, je me permets de vous interrompre parce qu'il nous reste peu de temps et je voulais quand même vous entendre sur la situation à Bruxelles, toujours sans gouvernement, quasi dans le chaos politique. Question toute simple, Paul Magnette, est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez vous allier avec les engagés et ne plus vous allier avec le MR? Est-ce qu'une autre coalition est en train de se dessiner en coulisses? On travaille déjà avec les engagés depuis un certain temps. J'ai constaté simplement que le président du MR avait pris une initiative, il nous a expliqué qu'il allait régler tous les problèmes, et puis ça n'a pas marché, il part 5 jours en vacances au Qatar, et il abandonne tout comme ça. C'est surréaliste, c'est du jamais vu, franchement. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez essayer de construire une coalition sans le MR? Nous, on fera tout ce qu'il faut avec toutes les bonnes volontés pour qu'il y ait un gouvernement à Bruxelles. Donc vous ne répondez pas à cette question? Mais non, mais je suis d'accord. Yvan Verhofstadt, vous dites, nous serons aux côtés de la solution la plus crédible. C'est quoi la solution crédible? Écoutez, je ne pense pas que la solution la plus crédible, ça soit de la décrire sur votre plateau. Ce qui est sûr, c'est que depuis 1 an et demi, moi, j'essaie de mettre de l'énergie, de l'huile dans les rouages. Et force est de constater que jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Et je ne pense pas qu'on en soit responsable. Je pense, voilà, aujourd'hui, on va continuer. Est-ce qu'autre chose doit être mis en place? Est-ce que vous êtes prêt à vous déscotcher du MR? On n'a jamais été scotché à qui que ce soit, mais la réalité, c'est qu'il y a un parti qui a gagné les élections, qui a le plus de sièges, c'est le MR, et donc depuis 18 mois, nous essayons avec le MR de former une majorité. En tout cas, j'ai noté que vous avez tous les deux dit que vous étiez prêts à continuer ensemble pour essayer de tenter une solution à Bruxelles, et on espère que ça fera 541 jours mardi prochain, un record historique et déplorable. Merci messieurs pour ce débat courtois et audible, et vive la politique, vive le débat, tout ça est à retrouver sur Ovio. Bonne soirée à toutes et tous. Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu et Ovio.